Dans l'actualité des idées aujourd'hui, du pouvoir des mots quand ils sont bien utilisés. Notre invité est philosophe et philologue, spécialiste rhétorique, de la rhétorique et de la sophistique grecque. Au printemps dernier, succédant au musicologue Philippe Beaussan, elle a fait son entrée à l'Académie française avant d'être à la rentrée médaillée d'or du CNRS qui a salué son œuvre traversée par la question du pouvoir des mots et du langage, mais aussi son engagement en faveur du plurilinguisme. Après un essai éloge de la traduction et une exposition Après Babel, traduire, Barbara Cassin publie aujourd'hui Qu'en dire, c'est vraiment faire chez Fayard. Dans le prolongement de ses travaux sur la traduction et l'évaluation sur la sophistique aussi, se souvenir notamment de Derrière les grilles sorties du Tout Évaluation. Ça, c'était l'un de ses ouvrages parus il y a 3 ans aux éditions Mille et une nuits. Bonjour Barbara Cassin. Bonjour. Merci d'être avec nous. À nos côtés, Annette Messager, qui était l'invitée de la première partie de la grande table, est restée avec nous pour vous écouter et peut-être aussi pour vous questionner si vous le souhaitez. Collectionneuse d'images et de mots, vous l'êtes, Annette Messager. Merci d'être restée avec nous. Je vous marie, Barbara Cassin. La séance est ouverte, je te promets. Ça, c'est du langage performatif, si je comprends bien. Hein. C'est le philosophe britannique John Lee Austin qui le premier a théorisé qu'on peut faire des choses avec des mots, que qu'en dire, c'est faire. Hein. C'était dans son ouvrage phare. Vous écrivez avoir voulu produire un court-circuit entre son performatif à lui et le logos tout-puissant chez les sophistes. Quelle nouvelle dimension du langage vouliez-vous révéler ? Vous savez, la première, c'est de dire ce qui est, ou de dire ce qu'on voit. La deuxième, c'est de parler à, non pas parler de, mais parler à. Je vous parle. Alors la première dimension, c'est celle que la philosophie explore d'habitude avec la vérité. C'est vrai ou c'est pas vrai. Ce micro marche. Bon, c'est vrai. Et je vous parle. Ça, je vais vous persuader de quelque chose. Je ne sais pas encore de quoi, mais je vais essayer. Ça, c'est la rhétorique. Et puis la troisième dimension du langage, c'est ni de ni à. C'est ce que Aristote désignait par parler pour parler. Et il trouvait ça épouvantable, ceux qui parlent pour parler. Et les sophistes étaient considérés par Aristote comme ceux qui parlaient pour parler. Et en fait, quand on regarde bien ce qu'ils faisaient, eh bien, ils faisaient quelque chose avec le monde. Ils faisaient arriver quelque chose. Ils fabriquaient quelque chose avec les mots. Ils faisaient avec leurs mots. Ils faisaient notamment du politique. Et donc c'est cette dimension-là que j'ai explorée, ou que j'ai essayé d'explorer, avec, comme vous dites, un court-circuit entre l'antique et le contemporain. Alors on est assurément, Barbara Cassin, dans une époque où on parle de plus en plus, peut-être qu'on parle pour parler, avant de parler pour faire, parler au lieu de faire, écrivez-vous, parler pour mieux faire, parler quand c'est la seule manière de faire. Est-ce qu'on vit aussi aujourd'hui, pour vous, dans un temps où le langage est de plus en plus performatif ? Oh, je ne sais pas, parce que quand on vivait sous la domination de l'Église, le langage par excellence, le logos de Dieu d'une part, la parole de Dieu, fiat lux, que la lumière soit, ça c'était entièrement performatif. Et puis au Moyen-Âge par exemple, toute la théologie sacramentaire, c'est-à-dire tous ces sacrements, je vous baptise, je te baptise, je t'absous, je te marie, vous l'avez rappelé. Bon, tout ça, c'est du performatif pur. Donc le performatif sacramentaire, religieux, ça a toujours existé. Et ça a toujours été très présent. Et même très théorisé. Parce que c'est peut-être au Moyen-Âge qu'on a le plus théorisé cela. Et vous remontez effectivement avant au paganisme d'Ulysse. Oui. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Voilà, ça c'est... J'ai eu l'impression de découvrir quelque chose quand j'ai lu avec des yeux armés, un peu autrement justement, avec des yeux armés par le contemporain, armés par Austin, quand j'ai lu la rencontre entre Ulysse et Nausicaa. Ulysse est tout nu, c'est un naufragé, il est horrible, dégoûtant, tout souillé par la mer, il en peut plus, il s'est endormi et tout d'un coup il est réveillé par un ballon qui lui tombe dessus et il voit des jeunes filles en train de jouer. Ces jeunes filles, c'est Nausicaa et ses servantes qui sont venues laver le linge. Et alors, il faut qu'il fasse quelque chose. Et donc normalement, en bon suppliant grec, il devrait prendre les genoux de Nausicaa pour être au fond protégé, immunisé
par cette immunité de la supplication, et qui se fait avec le geste du suppliant qui est de prendre les genoux. Simplement, il est tout nu, il voit cette jeune fille qui lui fait face et qui est la seule à ne pas être terrifiée, et il se dit, mais si je la touche, si je la prends au genou, c'est pas possible. Donc il invente, dit Homère, ce discours qui gagne, Kerdaleon mutos, un discours plein de gain. Et il lui dit, je te prends les genoux, que tu sois femme ou déesse, etc., car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique qu'il invente pour cette jeune fille, et alors entre eux, évidemment, il y a quelque chose de l'ordre de l'érotisme, et même quelque chose de l'ordre du rapport homme-femme, en tout cas. Eh bien, donc, il lui prend les genoux. Gonu, en grec, il faut comprendre que c'est le même mot que gymnosko, naître. Hein. C'est là où il y a la puissance de la génération, un genou. Bon. Et donc, voilà, il invente ce discours qui gagne. Pour moi, c'est un performatif païen qui fait écho ou qui est parallèle, symétrique du performatif divin de la Bible, à peu près vers la même époque, pour autant qu'on puisse en juger par les textes, où Dieu a dit « Fiat lux, que la lumière soit, et la lumière fut ». À propos de la parole sacramentaire comme modèle classique du performatif, qu'est-ce que nous dit le blasphème? C'est un terme qu'on utilise aussi beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait aux mots et à la langue? Oui, voire à la vérité. À la vérité, ça c'est encore autre chose. Mais parce que la vérité est démise par le performatif. Quand même, c'est très important votre remarque là, voir à la vérité. Parce que pour moi, c'est le centre de l'ouvrage que j'écris et le centre du rapport entre Austin et la sophistique. À la fin de son livre, Austin, à la fin de Quand dire c'est faire, How to do things with words, comment faire des choses avec les mots, Austin dit j'ai réussi je suis très heureux parce que j'ai play old Harry with, je me suis fichu de la gueule de deux entités dont j'avais vraiment envie de me débarrasser. True false fétiche, le fétiche vrai faux, et le fétiche valeur faite. Et ça, je crois que en effet, la parole performative a à voir avec déplacer la question du vrai faux et de la valeur et du fait, pour le meilleur et pour le pire. Donc j'ai répondu juste à un tout petit bout de votre question là. Sur le blasphème, oui. Sur le blasphème, essayons de voir. C'est compliqué. Quand on dit nom de Dieu, on blasphème. Je ne sais pas. Ça me fait penser qu'à la semaine dernière, je recevais une invitation pour aller je sais pas où, et il y avait écrit « Vous pouvez venir avec votre conjoint ». Et conjoint, c'est quand même... c'est assez dégueu. Ça m'a fait rire, ce mot conjoint, oui, qui est très laid quand même. Oui, oui, oui. Et c'est un blasphème pour vous? Enfin, j'étais étonnée parce que le conjoint... Oui, oui, oui. Non, ce que je trouve beau, moi, dans les mots, et ce qui m'intéresse pour mon travail, c'est qu'il y a trois choses dans les mots. Il y a le sens, il y a le côté visuel et le son. Bien sûr. Donc, c'est assez rare, comme ça, une chose, un élément qui a trois vérités. Oui, ou trois existences. Trois existences. Oui. Et si on le répète, en plus, ça devient des incantations. Oui. On ne comprend plus le sens. Oui, plus de sens. Conjoint. Il y a aussi l'importance du locuteur, Barbara Cassin, que vous soulignez toujours entre Ulysse et Homère, c'est-à-dire qui parle. C'est aussi lui qui donne de la valeur aux mots qui vont être prononcés et un sens. Oui, tout à fait. Mais c'est lui qu'on transforme aussi. Il se transforme en parlant et il transforme celui qui l'écoute. Et il transforme, pendant qu'on y est, un petit peu le monde. C'est-à-dire que ça n'est plus pareil après ce qu'il a dit. Et ça, c'est particulièrement sensible. C'est cette dimension-là que le performatif met en lumière. Quels usages politiques sont faits aujourd'hui de cette rhétorique et de ce langage performatif? Je vous propose, pour ouvrir la discussion, d'écouter Emmanuel Macron, qui, lui, a toujours essayé de dire les choses.
Le mandat qui m'a été donné par notre peuple, c'est d'agir avec détermination pour que, à la fin, chaque Française et chaque Français puisse avoir une vie digne et libre. C'est cela mon objectif. Et donc la transformation économique que nous conduisons, elle vise justement à rendre notre pays plus efficace pour derrière être plus juste. Et je serai vigilant à cela. On va revenir sur vos réformes, mais on voulait quand même terminer sur votre style, monsieur le Président. Un discours de vérité. Quant au mot bordel... Est-ce que vous comprenez que certains aient entendu dans vos propos une sorte de mépris de classe? Non. C'est en tout cas ce qui a été dit. Oui, mais parce que beaucoup de commentaires sont faits. Mais répondez-leur ce soir. Je réponds très clairement. D'abord, j'ai toujours essayé de dire les choses, depuis que je suis engagé dans la vie politique, et de m'approcher d'une forme de vérité, celle que je pensais juste. Et donc, je nomme. Je l'ai fait il y a plusieurs années, lorsque j'ai parlé de l'illettrisme. Je l'ai fait à plusieurs reprises, y compris durant la campagne. Nos élites politiques se sont habituées à ne plus dire les choses, à avoir un discours, en quelque sorte, aseptisé, et à considérer que ce qui était intolérable, c'était le mot qu'on mettait et pas la réalité qu'il y avait derrière. Non. En l'espèce, le mot bordel, c'est du registre populaire, comme dit l'Académie française. Voilà, bien, on a une académicienne avec nous, ça tombe bien, Barbara Cassin. C'était à l'automne dernier, on lui reprochait d'avoir dit ce mot bordel, recommandant aux gens d'aller plutôt chercher du boulot. Mais sur cette question de l'utilisation des mots, j'ai toujours essayé de dire les choses. Et derrière ces mots à lui, il y a cette idée de s'approcher d'une forme de vérité en disant, non pas en agissant d'ailleurs. Ce que je trouve très intéressant, c'est juste la séquence qui suit, celle que vous rappelez. J'ai toujours essayé de dire les choses, une forme de vérité, celle que je pense juste. Très extraordinaire. Ça veut dire que, justement, il n'y a pas la vérité avec un grand V, unique et solitaire. La même pour tous, universelle. Il y a une forme, donc des formes de vérité, et il y en a de plus justes que d'autres. Il y en a une qu'il pense plus juste qu'une autre. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très important. Alors, pour dire les choses comme je les pense, c'est quelque chose de très important et de très grec et de très sophistique. On a accusé Macron d'être sophiste. Et évidemment, il a fait tout ce qu'il fallait pour s'en dégager. On a dit qu'il était relativiste, dans la mesure où les critiques venaient essentiellement du Figaro, enfin, bon, disons, d'une droite même beaucoup plus dure que ça. On l'a accusé d'être sophiste, c'est-à-dire que c'est encore un stigmate ou une insulte d'être un sophiste. Oui, Macron sophiste, on l'a dit. Et Macron relativiste, on l'a dit. Et on le dit, et je pense qu'on n'a pas tort. Mais moi, je trouve que c'est plutôt, alors là, pour le meilleur. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas une vérité universelle, que la vérité, comme l'universel, c'est toujours la vérité de quelqu'un, l'universel de quelqu'un, et qu'il vaut mieux le savoir. Et qu'il y a des choses plus vraies que d'autres, c'est-à-dire meilleures que d'autres à certains moments. C'est-à-dire, au fond, plus justes. C'est très intéressant, par exemple, que le mot pravda, qui dit... qu'on traduit d'habitude par vérité, le mot russe pravda, avec le journal qui est censé dire la vérité, ça veut dire justice. C'est-à-dire que quand j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, un dictionnaire, bon, on pourra peut-être en parler, enfin, qui essayait de voir la discordance, disons, des symptômes de différence des langues. En philosophie notamment, autour de la notion de vérité, notamment, autour du mot vérité notamment. Alors, les Ukrainiens et les Russes qui étaient là ont absolument refusé que pravda soit sous le même chapeau que vérité. Et ils m'ont dit, mais pas du tout, ça ne veut pas dire vérité, ça veut dire justice. D'ailleurs, ça traduit le mot dikaios phunais, justice, en grec, dans la Bible. Bon. Donc, il y a une vérité qui a à voir avec la justice, et une vérité qui a à voir avec l'exactitude. Et il y a d'ailleurs un autre mot pour ça, en russe, istina. Bon. Donc, moi, ça m'intéresse, cette idée qu'il y a du plus vrai, c'est-à-dire du meilleur pour, et que c'est quelque chose qu'on juge, que c'est un effet de jugement. Alors, si on a un président de la République qui juge bien, tant mieux. S'il juge mal, c'est embêtant. Mais voilà, pour moi, que la vérité ait à voir avec le jugement et avec un esprit critique, et qu'il y ait pour tous un impératif de jugement, ça,
c'est de la vraie culture. Mais dans Qu'en dire, c'est vraiment faire, Barbara Cassin, vous interrogez aussi cette ère de la post-vérité, cet ensemble de circonstances dans lequel les faits objectifs ont moins d'influence pour former l'opinion publique que l'appel à l'émotion et aux croyances personnelles. Ça, c'est la définition que vous rappelez de l'Oxford English Dictionary sur cette post-vérité. Alors, on a beaucoup parlé aussi des faits alternatifs, ou de la vérité alternative, alternative facts. De quel registre relèvent ces faits ou cette vérité alternative pour vous ? En l'occurrence, ça relève de la bouffonnerie politique. Je veux dire que c'est du Trump, et c'est comme ça. Les fake news, il y a eu une... J'aime beaucoup d'ailleurs le mot qu'on a trouvé pour le traduire en français. Un fox. Un fox, absolument. Un fox, non, je trouve ça. Un fox, oui, c'est ça. Je trouve ça magnifique. Ça, c'est une belle traduction. Ce mot mérite de rentrer dans le dictionnaire de l'Académie française, puisqu'on parlait du français. Voilà un beau mot, un fox. Bon. Et c'est un mot qui, à la fois, s'écrit, s'entend. Oui. C'est un signifiant à signifier et un référent à trouver. Et puis, je veux dire, comme son, c'est magnifique. Mot valise, magnifique. Bon. Donc, les fake news, en l'occurrence, l'inflation des fake news s'est produite avec Trump et avec le rapport aux politiques dans l'élection Trump et vient de se reproduire avec l'élection Bolsonaro. Il y a eu des millions de fake news sur WhatsApp dans tout le Brésil. Vous écoutez beaucoup Annette Messager. J'ai remarqué, vous aviez une attention particulière quand Thomas Cluzel, tout à l'heure pendant le journal, développait son titre sur les midterms, les élections intermédiaires aux États-Unis. Cette figure de Trump qui vous faisait sourciller. Si on fait des choses avec des mots, Barbara Cassin, est-ce qu'il y a un risque, et est-ce que c'est cela que vous craignez, Annette Messager, qu'advienne le monde qu'on nous prédit ou qu'ils nous prédisent ? Mais non, mais là c'est terrible ce qui se passe, ce qui risque de se passer aux États-Unis, parce que le Trump est très aimé là-bas. Oui. Donc aussi. Bon. Il est dans les mots ou il est dans les actes, Barbara Cassin? Je voulais vous demander, parce que j'ai un ami français, mais qui vit avec une japonaise, donc qui parle assez bien japonais, mais là-bas, au Japon, tout le monde se moque de lui parce que il parle féminin. Ah oui, oui. Donc il y a des langues comme ça pour les femmes, les mots pour les femmes et pour les hommes. Oui. En japonais, en tout cas, c'est... Dans beaucoup de pays, il y a un langage différent. Dans beaucoup de langues, non, je ne pense pas, mais en tout cas, en japonais, c'est très net, enfin, c'est très connu. Moi, je ne parle pas du tout japonais, donc je vous parle de hyper deuxième main. Mais oui, bien sûr, là, ça existe. Il est très ridicule là-bas. Oui, ça c'est bien possible, mais il a qu'à réapprendre. Annette Messager, Barbara Cassin, je vous ramène quand même au discours, à la rhétorique politique aujourd'hui. Si tout est performatif, des marchés économiques, financiers, au discours politique, est-ce que vous pensez, Barbara Cassin, que les mots n'ont plus de pouvoir, ou est-ce qu'au contraire, une fois encore, ce monde qu'on nous définit dans les mots pourrait advenir en vrai ? Je crois que c'est ni tout ni rien. Je pense que les mots ont un pouvoir quand les choses en ont moins, ou quand on essaye de ne pas les montrer, quand on essaye de les cacher. Je pense que ça, c'est vraiment les fake news. Et c'est vraiment le politique dans le pire sens du terme. En revanche, je pense que les mots ont en effet un pouvoir très important, un pouvoir de faire advenir au moins un regard sur le monde. Et moi, j'ai expérimenté ça avec la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, qui a été pour moi une expérience extraordinaire. C'est-à-dire que là, rien qu'avec des mots, des échanges de mots, on a fabriqué un peuple, le peuple arc-en-ciel, avec la Commission Vérité et Réconciliation. Et ça a été fabriqué avec des notions, comme disait Desmond Tutu, emboîtées de vérité. C'est-à-dire que ce n'était pas la vérité qu'on allait dire, c'était assez de vérité pour constituer un passé commun. Enough of the truth for,
Je trouve cette expression extraordinaire. Assez de vérité pour qu'on arrive à quelque chose qu'on veut faire. Mais ce qui est assez passionnant sur sur cet exemple Oui. qui vous a marqué, ce qui est passionnant, c'est que vous montrez l'importance que les mots ont prise sur la mémoire. On est à quelques jours des commémorations de l'armistice de 1918. Quel sens vous donnez à ce mot amnistie, qui est pas si loin du mot amnésie? Oui, c'est le même mot en grec, c'est un doublet. Enfin, c'est un doublet. Amnistie, amnésie. Et la première amnistie à Athènes, au moment de la tyrannie des 30, à la fin de la tyrannie des 30, ça a été une obligation d'amnésie. Il ne fallait pas rappeler la mémoire des mots MAUX, c'était extraordinaire. Mais mnésikakèin, vous ne rappellerez pas. Et c'était un serment qu'on prêtait. Et celui qui rappellera sera mis à mort. Et effectivement, il y a eu un exemple. On a mis à mort un auteur tragique qui a rappelé ça sur scène. Bon. Donc, quelle est votre question ? Sur l'importance, sur la question des mots par rapport à la mémoire et du langage performatif. Parce que vous dites que l'acte politique par excellence est celui qui sait faire que le mal devienne irréversiblement un plus grand bien. Il y avait cette idée quand même d'instituer la mémoire. Alors qu'avec la commission Vérité et Réconciliation, il s'agissait presque au contraire de construire un passé commun. Le langage fait des choses, il construit la réalité. Ce sont les mots de Desmond Tutu que vous citez, oui. Le prix Nobel de la paix, le président de cette commission sud-africaine. Là, c'est pas l'oubli, c'est plus l'oubli qui est à construire, mais c'est le passé. Oui. Il s'agissait là de refaire communauté ou de faire communauté. Oui, il s'agissait de faire en sorte que tout le monde sache ce qui s'était passé, puisque toutes les archives avaient été détruites, les corps avaient disparu, on ne savait rien. Donc il s'agissait de construire ce passé commun, et c'est toujours une reconstruction, oui. Et ça a été fait avec des mots, et avec des entrecroisements de mots. Et l'amnistie, en l'occurrence, équivalait à un devoir de mémoire, absolument à l'opposé, si vous voulez, de ce qui s'est passé en Grèce et que je rappelais avec la première amnistie-amnésie. Là, au contraire, c'était de la mémoire, mais une mémoire aussi, comment dire, qui fabriquait quelque chose, exactement, qui fabriquait un peuple, exactement comme à Athènes, le peuple s'était refabriqué avec l'amnésie. Barbara Cassin, je reviens au titre de votre ouvrage. Qu'en dire, c'est vraiment faire, qui paraît chez Fayard avec le Yes We Can de Barack Obama. On a l'exemple même du constat incantatoire au départ qui est devenu performatif le soir de la victoire de Barack Obama en 2008. C'est le dehors qui devient révélateur du discours. Il y a cette assemblée devant lui, il est élu et on voit là encore cette question du locuteur qui va rendre plus que crédible, il va rendre réelle cette parole. Un contre-exemple, c'est peut-être celui de George Bush. Vous évoquez aussi dans votre ouvrage les dangers de cette notion de guerre juste quand l'éthique sert d'alibi aux politiques. Je vous propose de l'écouter dans son discours de 2001. This is a regime that has something to hide from the civilized world. Ce régime veut cacher les choses au monde civilisé. Ces États et leurs alliés terroristes constituent un axe du mal qui menace la paix mondiale en cherchant à se procurer des armes de destruction massive. Ces régimes constituent un danger grave et grandissant. Ils peuvent fournir ces armes à des terroristes et leur permettre d'assouvir leur haine. Ils peuvent attaquer nos alliés et faire chanter les États-Unis. Dans tous les cas, le prix de l'indifférence serait catastrophique. Ces mots de George Bush, et les mots sont importants, qu'est-ce que vous en retenez ? Mais j'en retiens que c'est un mensonge d'autorité. Et c'est ça les fake news aussi. Ce sont des mensonges d'autorité. Au fond, Trump demande qu'on le croie, même quand c'est complètement, visiblement faux. Ça s'appelle un mensonge d'autorité. Quand son porte-parole a dit que le rassemblement au moment de son élection était le plus grand que les États-Unis aient jamais vu, alors que visiblement pour Obama il y avait plus de monde, mais visiblement, donc c'est aller contre l'évidence. Eh bien, là, l'évidence était, disons, masquée, mais je pense qu'elle était connue. Et eh bien,
Bush a menti, a fait un mensonge d'autorité, et ça a changé une partie du cours du monde. Et on a entendu aussi Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, le jour de son élection, parler de vérité. Oui. Trump, Salvini, Poutine, Bolsonaro aujourd'hui, est-ce que vous diriez que certains responsables politiques, qu'on appelle des populistes, instrumentalisent les mots et ce faisant parviennent à manipuler l'opinion? Et je pense que tous les responsables politiques, malheureusement, instrumentalisent les mots. Et je pense que simplement il y en a qui les instrumentalisent pour ce que moi j'estime le meilleur, et il y en a qui les instrumentalisent pour ce que j'estime le pire. Et je pense que la seule chose qu'on puisse demander, qu'on puisse vouloir pour tout le monde, c'est la capacité, la faculté de juger. Protagoras disait « Et toi, il te faut supporter d'être mesure », mais c'est vraiment la seule morale que je prône. « Et toi, il te faut supporter d'être mesure ». Donc juge. Invitée de la Grande Table des Idées aujourd'hui, la philosophe Barbara Cassin, académicienne, à l'occasion de la parution de son nouvel essai « Qu'en dire, c'est vraiment faire », qui vient de paraître chez Fayard. France Culture, il est 13h21. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Barbara Cassin, sur les réseaux sociaux, il y a les hashtags, comme MeToo par exemple, qui sont devenus un peu le symbole en peu de mots de cette ambition performative, non, du langage, qui sont presque un signe d'époque. Là encore, en si peu de mots, on peut indiquer énormément de choses. Ça, c'est pas nécessairement performatif. Hein. Le langage a toujours indiqué énormément de choses avec peu de mots. Et d'une certaine manière, il a toujours transformé le monde. Simplement, le performatif, c'est le moment où la pointe de cette possibilité langagière. Bon, est-ce que MeToo est un performatif ? Non, ça dit moi aussi. Moi aussi, j'ai été victime d'eux. Et bon, peut-être que ça... C'est quand même très fort, comme à côté de Balance ton porc. C'est moche, ça n'a pas de résonance. MeToo, c'est très beau. MeToo, c'est très beau, c'est très fort, on ne l'oublie pas, ça rentre dans la tête, ça rentre. Ceci dit, Balance ton porc, on l'oublie pas non plus, mais enfin, c'est plus personne dégueu. Reprend ça, personne, c'est pas L'un fort. est plus inclusif que l'autre, qui peut-être pointe plus particulièrement. Barbara Cassin, cette question qu'a évoquée tout à l'heure Annette Messager avec cet ami japonais, est-ce que par le simple fait de féminiser des titres ou des métiers, la réalité va changer? Je vous propose d'écouter les mots du ministre Jean-Michel Blanquer. Il était à l'Assemblée et il manifestait son opposition à la réforme de l'écriture inclusive. Et avec quels mots? La cause de l'égalité homme-femme est une des causes les plus importantes qui soit. On ne saurait accréditer l'idée que notre langue soit de quelque manière quelque chose qui vient en support des inégalités. La France a comme emblème une femme, Marianne. L'un de ses plus beaux mots est féminin, la République. Et notre langue a porté bien des combats féministes hier, aujourd'hui et encore demain. C'est pour cela que, évidemment, j'ai réagi tout de suite lorsque j'ai vu cet appel. Bien entendu, il n'y a pas autant de grammaires que de professeurs. Le Code de l'éducation stipule bien qu'il y a une liberté pédagogique, mais dans le cadre des programmes. Ce programme comporte une grammaire. Bien entendu, on n'est pas obligé de dire le masculin l'emporte sur le féminin. Il suffit de dire que cela s'accorde au masculin. Comme d'autres règles relèvent évidemment des usages. Le seul arbitre, c'est l'usage, et c'est l'Académie française. Et bien entendu, la ministre de la Culture a en charge la politique linguistique du gouvernement. J'ai en charge la transmission aux élèves. Je serai donc bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire, comme il n'y a qu'une langue, une république. Merci. Merci. Voilà, le ministre veille, et l'Académie aussi, Barbara Cassin, sur cette question du langage, de l'écriture aussi. On pense à celles qui souhaitent aussi féminiser leur titre. Est-ce que vous pensez que les mots ont ce pouvoir de changer la réalité? Ils ont le pouvoir de dire qu'on porte un certain regard sur la réalité. Et c'est pourquoi pardonnez-moi, mais je rigole
quand j'entends que on ne peut pas dire, enfin il faudrait mieux ne pas dire le masculin l'emporte sur le féminin, mais il faut dire cela s'accorde au masculin. Je veux dire, donc il s'agit de la même chose. Il s'agit que quand il y a 5 mots masculins et un mot féminin, l'adjectif devient masculin. Quand il y a 5 mots féminins et un mot masculin, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une bêtise là avant? Enfin, en tout cas, je me reprends. Quand il y a 5 mots masculins et un mot féminin, cela s'accorde évidemment au masculin, mais quand il y a 5 mots féminins et un masculin, cela s'accorde non moins au masculin. Donc, bon, moi je veux bien qu'on n'appelle pas ça le masculin l'emporte. Enfin, bon, ça s'accorde au masculin. Bon, alors vous dites ça comme vous voulez, en tant que ministre ou en tant que... Une grammaire, une langue, une république. Mais alors, moi je suis pour une grammaire, une langue, une république. Je pense que c'est vrai. Et je pense que c'est vrai à condition d'ajouter, et tout ça évolue. La langue évolue, la grammaire évolue, et elle a vraiment évolué, et la république peut évoluer. Elle a déjà évolué. Bon, voilà. Il est très important de comprendre que rien de tout ça n'est une essence figée. Absolument pas essentiel. Et qui est le garant de ces évolutions? L'Académie que cite Jean-Michel Blanquer, et en ayant le pouvoir de changer les mots, est-ce qu'elle va donc avoir le pouvoir de changer la réalité ou de changer nos vies? L'Académie ne change pas les mots, l'Académie accompagne les évolutions et norme l'évolution de la langue. Et la langue n'a pas cessé d'évoluer. Et le dictionnaire de l'Académie n'a pas cessé de s'enrichir. Et probablement la grammaire n'a pas cessé d'évoluer. Je ne sais pas encore si elle est ou non normée par l'Académie, la grammaire, la syntaxe. Mais il est clair qu'elle a évolué. Merci beaucoup, Barbara Cassin.